Bonjour à tous et merci d'être venus. Donc avant, comme je disais, avant que je laisse la parole à Karl, je vais juste présenter en 2-3 mots l'Aube. Donc l'Aube, c'est l'association d'éthologie du master de Rennes, mais qui n'est pas destinée seulement aux étudiants du master, mais à tout le monde, tous ceux qui seraient curieux d'en apprendre plus tous les comportements des animaux et tous les domaines connexes qu'il peut y avoir en éthologie. Donc encore une fois, merci d'être venus et du coup, je vais laisser la parole à Karl. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je suis super content que vous m'ayez invité. Je remercie beaucoup l'association d'avoir pensé à moi. Je suis super content. Je suis un peu stressé. C'est la première fois que je fais ça, avoir une conférence invitée devant des étudiants de master. C'est super agréable et j'espère que vous passerez un bon moment. Moi, je m'appelle Karl Zeller et je suis chercheur associé au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, au sein du laboratoire d'éco-anthropologie qui est basé au Musée de l'Homme. Alors, chercheur associé, c'est un terme qui veut tout simplement dire que j'ai soumis ma thèse il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, je suis tout récemment docteur. Et en attendant de trouver des financements, d'obtenir des financements pour mes projets postdoctoraux, je continue de travailler au sein du laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse et ça me permet d'avoir une affiliation institutionnelle et de continuer à publier des articles. Voilà. Alors, je vous dis ça pour une raison assez simple, c'est que là, le titre de ma présentation, c'est tout simplement le titre de ma thèse. Et ma présentation va sensiblement ressembler à ma soutenance de thèse que j'ai effectuée du coup l'année dernière. Et donc, cette thèse s'appelle « Détection et réaction face au danger, étude de la peur des serpents chez les primates ». Donc, j'en profite aussi pour le dire que j'ai été thésard il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, surtout, n'hésitez surtout pas. J'imagine que là, en face de moi, il y a quand même pas mal d'étudiants de master recherche qui peut-être ont envie de faire des thèses. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Donc, pendant cette présentation, je vais beaucoup parler de prédation, de prédateurs, de primates, de serpents aussi. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de photo de serpent qui va popper comme ça. Donc, si vous êtes phobique, rassurez-vous. Et donc, je vais commencer tout de suite. Alors, il y a des prédateurs, évidemment, mais moi, pendant ma présentation, je vais surtout me positionner du point de vue de la proie. Donc là, vous êtes la proie et vous voyez ça. Et donc, quand il y a ce type d'animaux qui rôdent pas loin dans la nature, il y a deux composantes assez importantes à prendre en compte quand on est une proie pour rester en vie. C'est la détection en tout début. Donc, c'est la première composante très importante, c'est être capable d'avoir des capacités de détection sensorielle, donc que ce soit la vue, l'odorat, l'ouïe, qui permettent de détecter et ensuite d'identifier le type de menace et le niveau de danger, qu'il soit loin, proche, que ce soit un lion ou un rapace. Voilà, c'est une composante assez importante. Mais une fois qu'on a détecté et identifié la menace, deuxième composante importante, c'est d'avoir des réactions adéquates à la situation, évidemment. Et donc ces deux composantes, elles sont très importantes pour rester en vie, détecter, identifier et réagir. Et surtout vis-à-vis de la reproduction, parce que rester en vie, ça permet aussi de continuer à se reproduire. Et ça, d'un point de vue évolutif, rester en vie et se reproduire, en tant que proie, ça confère un avantage évolutif assez important. Et donc, on va considérer dans beaucoup de théories sur l'évolution des animaux, et notamment chez les primates, parce que cette présentation, c'est chez les primates, que la prédation, c'est une force évolutive majeure. C'est quelque chose qui va driver, façonner en fait l'évolution des proies, mais aussi des prédateurs. Et donc, ça va favoriser l'émergence de certains traits, à la fois chez les proies pour maximiser leur capacité à échapper aux prédateurs, et des traits chez les prédateurs pour maximiser leur capacité à attraper des proies. Alors moi, je vais m'intéresser à une théorie d'évolution chez les primates qui est particulièrement intéressante. Alors déjà parce que j'ai bossé dessus pendant 3 ans, évidemment, mais aussi parce qu'elle propose qu'un prédateur particulièrement dangereux pour les primates, ils auraient façonné leur évolution et notamment leur capacité de détection et de réaction. Alors cette théorie, elle s'appelle la Snake Detection Theory. Je ne sais pas s'il y en a levé la main vite fait ceux qui ont entendu parler de cette théorie. Ok, c'est pas mal. Et donc cette théorie, la SDT, donc je vais beaucoup dire SDT parce que Snake Detection Theory, au bout d'un moment, c'est un peu dur à dire. Donc SDT, Snake Detection Theory. Donc cette théorie, elle propose que les serpents auraient été les premiers prédateurs des tout premiers primates, les primates, il y a 55 millions d'années, et que les serpents, ils auraient influencé l'émergence de ces premiers primates. Ils auraient influencé aussi toute la diversification des primates. Donc de manière générale, les serpents auraient été ils auraient façonné l'évolution des primates de leur émergence pendant la diversification, toute leur évolution.
Alors, plus précisément, c'est plutôt la pression de prédation initialement via les serpents constricteurs, donc sur les premiers primates il y a 55 millions d'années, et ensuite, au cours de l'évolution des serpents, c'est via le développement du venin qui aurait ajouté un risque additionnel, et tout ça, ça viendrait former une sorte de course à l'armement entre d'un côté les serpents, les prédateurs, et de l'autre côté les proies. Donc on rentre là dans un composante théorique, dans la théorie de la reine rouge, par exemple, si ça vous dit quelque chose, où en fait les proies, les primates, eux, ils vont ils vont réagir face à la pression de prédation des constricteurs et ensuite du danger écologique lié au venin au cours de leur évolution pour détecter les serpents et les éviter, principalement. Donc, d'après Lynn Isbell, c'est la chercheuse qui a formalisé cette théorie en 2006, cette course à l'armement entre les primates, les proies, les serpents et les prédateurs, en fait, elle serait ultimement responsable de l'émergence des anthropoïdes. Donc en fait, elle, ce qu'elle dit avec cette théorie, donc j'insiste un peu sur cette course à l'armement parce que c'est assez important, c'est au centre c'est au centre d'un point qu'elle avance très rapidement dans la théorie, qui dit que nous, humains, on est le résultat de millions d'années de coévolution antagoniste entre les serpents et les primates. Donc c'est quand même une hypothèse assez forte dans la théorie, et c'est un point majeur. Alors évidemment, elle rentre un petit peu plus dans le détail, cette théorie. Elle propose que les traits comme la spécialisation visuelle, donc typiquement la stéréoscopie, donc le fait qu'on ait une vision convergente, associée à des aires du cerveau spécifiques comme le cortex visuel, et donc l'agrandissement du volume cérébral au cours de l'évolution des primates, serait directement lié à un contexte de détection des serpents. Et donc les primates, ils auraient développé un système neuronal super complexe, leur conférant des capacités de détection accrues des serpents bien camouflés. Alors encore plus dans le détail, parce que tout à l'heure je vous ai dit que la SDT, elle prédisait que les serpents auraient influencé la diversification des primates, donc ça voudrait dire qu'il y ait différentes espèces de primates observables actuellement du fait qu'ils auraient coévolué avec les serpents. Et bien en fait, elle explique ça tout simplement en disant, enfin tout simplement, c'est plus compliqué, mais grossièrement, elle dit que l'exposition différenciée, le temps d'exposition différentielle avec des serpents venimeux aurait amené à des différences de spécialisation visuelle et donc des tailles de cerveau différentes. Donc les serpents les plus exposés aux serpents dangereux au cours de leur évolution auraient développé une détection plus rapide et des réponses antiprédatrices plus fortes, et donc ils auraient un plus gros cerveau et une meilleure vision. Et donc ça expliquerait pourquoi, par exemple, les strepsirrhiniens à Madagascar, donc c'est les lémuriens et compagnie, eux, ils n'auraient pas évolué avec des serpents venimeux, et donc ils n'auraient pas le même niveau de spécialisation, ils auraient un plus petit cerveau que les catarrhéniens, par exemple, qui, eux, auraient développé des capacités visuelles accrues et un plus gros cerveau. Alors ça, c'est la théorie telle qu'elle est formulée, sauf que ensuite, il y a la manière dont elle est reçue et interprétée. Et en fait, la SDT, elle est rapidement devenue célèbre, en fait, parce qu'elle fournit une explication évolutive directe et une observation qui est faite beaucoup, mais pas en observant des primates non humains, mais plutôt en observant des primates humains. C'est-à-dire qu'il y a quand même un paquet d'humains qui ont peur des serpents. Et donc, d'une théorie qui est basée sur l'exposition aux serpents venimeux et aux capacités de détection, et bien, la SDT, elle est rapidement devenue une théorie sur la peur des serpents, et particulièrement la peur humaine des serpents. En 2019, Isbell, elle va étendre cette théorie dans un livre qui est consacré à l'évolution du système visuel des serpents, où là, elle va suggérer très fortement que la peur des serpents humaine, mais aussi chez les primates, elle a une origine évolutive, elle a une base génétique, comme un héritage d'une longue histoire coévolutive antagoniste entre d'un côté les serpents et les primates. En 2019, il y a un chercheur japonais, Nobuki Kawai, qui va publier un livre qui s'appelle The Fear of Snakes, où là, la peur des serpents, elle est même plus que centrale, c'est le titre du livre, où là, il va résumer 13 années de recherche sur le rôle des serpents dans l'évolution des primates. Et ce livre, il va renforcer vraiment la SDT comme un cadre de référence théorique. Et donc, ça va faire passer la théorie comme juste plusieurs hypothèses à tester, comme une théorie qui est considérée un peu comme, alors pas vrai, mais difficilement infalsifiable. C'est-à-dire qu'on peut faire plein d'expériences, on retombera toujours sur la SDT fonctionne, les primates détectent vite les serpents dans différents contextes. Ça marche chez l'humain, mais ça marche chez plein d'espèces de primates. Et une fois qu'ils ont détecté, ils ont systématiquement des réponses associées à la peur. Sauf qu'il y a quand même d'autres chercheurs, dès la publication du premier
papier fondateur en 2006, qui vont pointer certaines faiblesses. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les faiblesses au sein de la théorie, mais je vais en prendre une en particulier parce qu'elle est elle est centrale dans ma thèse. En tout cas, je suis parti de cette faiblesse-là. Alors, pour bien comprendre cette faiblesse théorique, il faut partir d'une des principales hypothèses de la SDT, qui est un a priori central, c'est que les serpents ont été les premiers prédateurs des premiers primates. Et donc, les autres prédateurs de primates, ils seraient tout simplement apparus trop tard pour avoir eu un impact significatif sur leur évolution. Sauf que le souci, cette hypothèse, elle est soutenue par aucune donnée paléontologique. Et d'ailleurs, très rapidement, en 2010, il y a d'autres chercheurs comme Brandon Wheeler qui vont exprimer l'idée suivante. Alors, il y en a d'autres qui ont mis cette même idée, mais lui, sa phrase, elle est jolie, je trouve. Quelqu'un pourrait montrer que les dinosaures étaient les premiers prédateurs des premiers mammifères, donc les euprimates, et que les mammifères carnivores pourraient vraisemblablement être aussi des prédateurs de primates depuis aussi longtemps que les serpents. Et ça, c'est une idée qui est tout à fait plausible, parce qu'il y a divers groupes de mammifères carnivores, il y a des oiseaux, il y a aussi des crocodiles que la SDT ne mentionnait pas du tout, qui auraient très bien pu être des prédateurs majeurs de primates depuis leur émergence, au cours de leur diversification, et encore actuellement. Et donc ça, ce point, il est central parce que ça voudrait dire que ces prédateurs, si on les considérait au même titre que les serpents comme des forces évolutives majeures, ayant des pressions, mettant les primates c'est des pressions de sélection liées à la prédation, eh bien, ils auraient très bien pu influencer de manière significative l'évolution des primates et devraient donc déjà être pris en compte dans la SDT, mais aussi dans les tests, dans les expériences qui vont tester les prédictions de la théorie. Parce que si en fait on ne tient pas en compte de cette diversité de prédateurs déjà dans la théorie, c'est problématique parce que ça veut dire que la théorie n'est pas forcément très bien formulée. Mais si on ne prend pas non plus en compte cette diversité de prédateurs dans les tests qui veulent tester la théorie, on ne teste pas vraiment très bien la théorie parce qu'on n'est pas capable de dire si les réactions observées elles sont vraiment liées aux serpents ou si elles ne sont pas liées aux prédateurs de manière générale ou à d'autres caractéristiques qui ne sont pas propres aux serpents. Et donc en fait, ça c'était la question principale que je me suis posée pendant ma thèse, c'est que bien qu'il y ait de nombreuses études qui viennent montrer que les serpents ils sont détectés très rapidement et ils vont déclencher des réponses de peur chez les primates, et bien ces résultats ils suffisent pas à valider pleinement la SDT. Et moi, pendant ma thèse, j'ai examiné d'un œil très critique cette théorie et j'ai tenté de vérifier si les serpents ils jouaient vraiment un rôle central, particulier dans les réactions antiprédatrices chez les primates et dans leurs réactions associées à la peur. Alors, toute première chose que j'ai fait, c'est un conseil aussi que je donnerais à des gens qui commenceraient leur thèse, c'est de faire une revue de littérature. Ça permet de bien comprendre le sujet et surtout de voir comment d'autres chercheurs ont approché des théories, des questions et des manières de tester les théories. Et moi, j'étais particulièrement intéressé à comment des chercheurs testaient la théorie d'un point de vue méthodologique. Quels étaient les choix méthodologiques faits par les chercheurs et chercheuses qui voulaient tester, confronter les prédictions de la théorie. Alors, en particulier, je voulais vérifier qu'il y ait d'autres prédateurs qui étaient pris en compte dans ces tests-là, ou si les serpents, ils étaient tout seuls. Donc l'objectif ici, c'était de faire une analyse systématique de la littérature sur les interactions entre primates et prédateurs dans des conditions naturelles et aussi de laboratoire, donc avec des études expérimentales, mais aussi des études observationnelles dans la nature. Et de quantifier le nombre de serpents et d'autres prédateurs qui étaient utilisés comme stimulus visuel dans des études expérimentales qui testent la SDT. Donc pour faire cette revue de littérature, j'ai utilisé une méthode qui s'appelle Prisma. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, mais c'est un peu rébarbatif. J'ai lu des articles et je les ai mis dans une base de données. Et alors c'est super intéressant de faire cette méthode-là parce que ça permet notamment de faire des analyses statistiques qui après peuvent être reproduites par d'autres chercheurs qui se posera des questions similaires. Donc c'est une méthode systématique. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai compilé des études expérimentales qui s'intéressaient aux capacités de détection de primates, à leur réaction de peur, leur réaction antiprédatrice face à des stimulus visuels. Et j'ai séparé les études qui se plaçaient dans un cadre théorique de la SDT et les études qui ne se plaçaient pas dans un cadre théorique de la SDT, parce que ça me permettait vraiment là de focaliser l'attention sur les choix méthodologiques faits par les chercheurs et les chercheuses qui soit voulaient tester la théorie ou soit qui ne s'y intéressaient pas.
Mais je me suis aussi intéressé à ce qui se passait dans la nature, parce qu'une des hypothèses aussi centrales, encore une fois, c'est que les serpents, c'est des prédateurs de primates. Donc, on est quand même allé regarder si c'était le cas à l'heure actuelle. Alors, ça ne veut pas forcément dire que si actuellement les serpents ils prédatent pas de primates, ça ne veut pas dire qu'ils n'en prédataient pas avant, mais c'est assez intéressant d'aller regarder dans la littérature et de quantifier un petit peu le nombre, la proportion de cas de prédation sur des primates recensés. Donc, ça nous a amené à trois catégories d'études, de publications, donc les SDT, les non-SDT et les prédations. On arrivait à un jeu de données de 201 études. Donc, dans ce jeu de données unique, moi, ma donnée, c'était l'interaction. En fait, j'ai considéré chaque rencontre entre un primate et un stimulus comme une interaction, et j'ai quantifié le nombre d'interactions par type de prédateur au sein des études SDT, non-SDT et prédation. Ça me permettait de comparer les proportions de serpents et d'autres prédateurs qui étaient utilisés ou rencontrés dans la nature par les primates, par rapport à d'autres types de prédateurs comme les félins, les crocodiles et les rapaces. Donc on arrive avec enfin les résultats où on a la proportion de rapaces, de carnivores, de serpents, de crocodiles et de primates. Alors ça, ce n'est pas mes catégories, c'est vraiment les catégories que m'a envoyées la littérature. Je n'ai pas coupé, je n'en ai pas rajouté. Et donc, on observe ces proportions-là pour ces trois catégories d'études. On a les études prédation, donc dans la nature des cas de prédation, les études expérimentales en gris et en noir, SDT, non SDT. Et première chose qu'on remarque tout de suite, c'est les études prédation en blanc dans la nature. A priori, les serpents, ce n'est pas des grands prédateurs de primates. Moi, j'ai plutôt observé dans la nature des cas de prédation de primates par des primates. Donc, c'est avant tout des chimpanzés. Il y a énormément d'études qui font le rapport de cas de prédation par des chimpanzés sur d'autres primates. Par contre, quand il y a d'autres prédateurs de primates, évidemment, il y a des rapaces, des carnivores. J'ai très peu de crocodiles. Alors, je n'ai pas prévu d'en parler spécifiquement là-dessus, mais s'il y en a qui ont des questions sur les crocodiles, n'hésitez pas. Ensuite, maintenant, dans les études expérimentales, donc gris et noir, on se rend compte qu'il y a beaucoup de serpents, et tout particulièrement dans les études SDT. Il y a quand même 80% des études SDT qui utilisent des serpents. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est des études qui testent la Snake Detection Theory, donc évidemment qu'il y a avoir des serpents, mais ne tester, ne considérer que des serpents, c'est problématique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et en fait, on se rend compte que les chercheurs, ils ont comparé les réactions à des primates face à des serpents aux réactions de primates face à des espèces complètement inoffensives, en fait. On a du koala, par exemple, ou carrément pas des animaux, comme des fleurs. Et surtout, on se rend compte qu'il y a très très peu d'autres prédateurs de primates, ou même des espèces dangereuses. Donc on compare vraiment des serpents avec d'autres stimulus qui ne sont pas vraiment comparables. En tout cas, on ne sait pas vraiment si les réactions elles sont dues au serpent ou dues au fait que ça soit un prédateur, un animal dangereux. Il y a quand même beaucoup de choses qui différencient un serpent d'une fleur. Alors, c'est super important quand même de reconnaître que les événements de prédation, c'est super difficile d'observer dans la nature. Donc, je ne suis pas en train de dire que ma revue de littérature, il faut la prendre comme argent comptant vis-à-vis de la pression de prédation, les taux de prédation, le risque de prédation en fonction des catégories de prédateurs auxquels sont confrontées toutes les espèces de primates. Ce n'est pas le cas du tout. Par contre, c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que, voilà, quand on regarde la littérature, au final, les serpents, ce n'est pas des gros prédateurs de primates. On observe plutôt, comme j'ai dit, les chimpanzés, des espèces de rapaces, des espèces de félins. Alors on observe aussi des crocodiles, mais il faut changer un petit peu les critères d'inclusion et d'exclusion dans la revue de littérature, parce que la grande majorité des cas de prédation par des crocodiles, c'est publié dans des journaux qui ne sont pas scientifiques. Et en fait, cette observation, je ne suis pas la seule à la voir. Tout livre sur l'écologie de ces prédateurs et l'écologie des serpents et aussi l'écologie des primates de manière générale montre bien que les grands prédateurs de primates actuellement, c'est avant tout des rapaces et des félins. Et que les serpents, les primates, ils ne sont pas vraiment sur le menu. Donc encore une fois, les résultats ils montrent bien que les serpents, c'est les stimulus les plus souvent utilisés dans les études qui testent la SDT. Donc voilà, ces études, elles ont comparé les réactions de primates face à des serpents, réactions de primates face à des espèces complètement inoffensives. Et ce biais, il empêche complètement de déterminer si les réactions elles sont dues aux serpents ou à des réactions face à des prédateurs de manière plus générale. Et ça, c'est assez problématique. Donc une fois qu'on a démontré ce manque de diversité de prédateurs au sein des études qui testent la SDT, je me suis ensuite intéressé
à tester et reproduire ces expériences qui apparemment démontraient la SDT, mais cette fois-ci, plutôt que de considérer serpent, koala, fleur, j'ai fait serpent, félin, crocodile, rapace, histoire de vraiment tester si, d'un point de vue détection et d'un point de vue réaction, ça fonctionnait toujours. Dans un premier lieu, je me suis intéressé à la détection. Et grâce à une collaboration avec Sébastien Balesta et Hélène Meunier du Centre de primatologie de Strasbourg, on a pu tester si les serpents ils étaient détectés plus rapidement que d'autres prédateurs chez 2 espèces de primates. En fait, on a travaillé avec des macaques captifs qui vivaient dans des grands groupes sociaux. Et une des spécificités de ce centre, c'est que les macaques, en fait, ils ont accès à des tâches cognitives qui sont implémentées sur des ordinateurs automatisés, un peu quand ils le veulent. Donc, c'est volontaire. Le test, il est complètement volontaire. Là, on voit sur la photo, c'est un cabanon auquel ils ont accès. C'est adjacent à leur parc. Donc, comme j'ai dit, j'ai testé 2 espèces de macaques, 15 macaques de Tanqueran et 5 macaques rhésus. Et la tâche cognitive, c'était une tâche de discrimination assez simple, c'est du spot the odd one out. Donc on a 4 images identiques qui apparaissent à l'écran. Et on a 4 images identiques, pas du tout. Il y a 4 images qui apparaissent à l'écran, il y en a 3 identiques, ça va être les distracteurs. Ici, c'est 3 arbres roses. Et on a une image différente, ça va être l'image qu'on va appeler déviante. Ici, c'est la tour Eiffel. Et donc, quand l'individu il touche l'image déviante, il reçoit une récompense, et c'est comme ça qu'il apprend la tâche de discrimination au fur et à mesure des essais. Donc, une fois que les individus ils sont bien familiers avec la tâche de discrimination et qu'ils se sont bien entraînés avec un set d'images de plus en plus compliqué, et qu'on est sûr qu'ils font bien la tâche comme nous, on veut qu'ils la fassent, là, ils passent à la phase de test, où là, on leur montre des prédateurs. On ne leur montre pas que des prédateurs. On voulait aussi utiliser des contrôles. Donc, on a aussi ajouté des non-prédateurs. Ça va être des suidés et des formes géométriques. Donc, plusieurs formes géométriques. Alors, pourquoi des non-prédateurs? En fait, les non-prédateurs, ça va être notre contrôle négatif. Parce que si on s'en tient à la SDT, par exemple, un primate qui va repérer plus rapidement un serpent qu'une fleur, c'est parce que le serpent il est plus dangereux que la fleur. Et bien là, on va appliquer le même raisonnement. A priori, les non-prédateurs, ils vont être détectés le moins vite parce que c'est a priori ceux qui sont le moins dangereux. Donc ça va être notre contrôle négatif. Alors on a le contrôle non animal qui, lui, au contraire, va être un contrôle positif parce que c'est quand même dans une tâche de discrimination une figure géométrique super simple du noir sur du blanc. Ça flash un peu les yeux. A priori, ça va détecter beaucoup plus rapidement. Et donc, ça permet de borner un petit peu les réponses a priori. Donc, on s'attendait à ce que les macaques ils repèrent beaucoup plus vite ces formes géométriques dans une tâche de discrimination. Donc, notre variable d'intérêt, celle qu'on récolte au fur et à mesure des essais, c'est pas vraiment un temps de détection, c'est plutôt un temps de réaction où on va regarder le délai entre l'affichage de 4 images sur l'écran et le moment où l'individu fait son choix et il touche l'image. Donc, c'est plutôt un temps de réaction qui va approximer un temps de détection visuelle. Donc, ce biais, il est un peu compensé parce qu'on a énormément d'essais. On a 450 000 essais, ce qui est énorme, c'est 1 million d'essais pour ce genre de tâches cognitives, ce qui est beaucoup. Et donc, ça permet d'avoir une bonne idée quand même des temps de réaction pour ces différentes catégories de stimulus visuels. Et donc, pour analyser ce jeu de données, on utilise des analyses statistiques dans différents cadres statistiques. Et moi, dans mon cas, j'ai utilisé un cadre bayésien. Donc, on obtient ce type de graphique où on a des distributions de données, distribution de temps de réaction en fonction de nos différentes catégories de stimulus. Et on voit tout de suite, c'est assez clair, que notre contrôle positif, il a bien fonctionné. Les macaques, ils détectaient vachement plus vite les formes géométriques que tous les autres. Sauf que notre contrôle négatif, il a un peu moins bien fonctionné, parce qu'après, on n'a aucune différence entre toutes nos catégories animales. Donc, un premier constat, c'est que nous, quand on fait la manip, les serpents, ils ne sont pas détectés plus vite. On n'a pas les serpents qui se placent soit avant les figures géométriques, ou même juste après les figures géométriques. Alors, ces résultats concernant les capacités de détection, ils sont aussi corroborés par une étude qu'on a fait ultérieurement
avec la même espèce de macaque, mais pas le même groupe, où on a réalisé des tests comportementaux et physiologiques. On leur a présenté des vidéos de prédateurs, des serpents et tous les autres prédateurs. Et on a aussi trouvé que les serpents ne déclenchaient pas de réactions physiologiques ou comportementales plus intenses ou spécifiques. Et tout ça, ça vient corroborer l'idée que nous, quand on fait les manips, que ce soit en termes de détection, en termes de réaction, les serpents, ils ne ressortent pas particulièrement. Alors, je peux vous donner plus d'infos sur cette étude. J'ai d'ailleurs une vidéo assez rigolote de la manip. N'hésitez pas à me poser des questions spécifiquement là-dessus, je pourrais vous l'annoncer. J'ai aussi une vidéo de l'expérience de détection, si jamais ça vous intéresse. Mais on va revenir un petit peu sur l'expérience de détection, parce que interpréter cette expérience, ça permet d'interpréter un peu toutes celles que j'ai fait avec les macaques. Parce que cette expérience, elle remet en question directement les études antérieures qui vont montrer une préférence pour les serpents dans le système visuel des primates. En fait, les serpents, ils ne semblent pas capturer l'attention visuelle des macaques plus que d'autres prédateurs. Et donc, si on s'aligne tout simplement sur les théories telles que la SDT, on pourrait dire que les félins, les rapaces, les crocodiles, en tant que prédateurs aussi de primates, il n'y a aucune raison de penser qu'ils n'auraient pas, eux aussi, influencé significativement leur évolution, et ce qui expliquerait pourquoi il n'y a pas de différence, en fait, dans les vitesses de détection chez nos macaques. Sauf qu'on pourrait être un petit peu plus précis, rentrer un petit peu plus dans le détail, parce que j'imagine qu'il y en a qui ne faut pas oublier que les suidés, ils n'étaient pas forcément détectés plus lentement. Et en fait, on pourrait considérer que ce n'est pas vraiment les espèces ou les taxons en soi qui déclencheraient des réactions plus rapides ou plus lentes, mais plutôt des signaux de danger spécifiques qui transcendraient un peu ces taxons et qui pourraient être partagés ou pas par différents taxons, indépendamment de leurs caractéristiques prédatrices dangereuses. En fait, c'est tout simple, c'est que nous, nos images qu'on a sélectionnées, elles montraient des individus dans des positions totalement neutres. On ne montrait pas, par exemple, de serpent en position de strike ou un félin qui court vers la caméra avec les crocs, la bouche grande ouverte. Et ça pourrait expliquer notamment pourquoi les prédateurs, dans notre expérience, ils n'ont pas suscité de réaction plus rapide que nos suidés, nos prédateurs. Nos non-prédateurs. Parce qu'en fait, un prédateur dans une attitude complètement neutre, peut-être bien que dans un œil de primate, de macaque, dans nos macaques testés, c'était aussi dangereux qu'un suidé, qu'un animal complètement inoffensif, d'autant plus si cet animal inoffensif, il est lui aussi dans un état complètement neutre. Donc, j'ai représenté ici une version très simplifiée du paradigme où, en fait, on va aussi dire qu'un prédateur qui n'est pas en position de chasse, il fait aussi peur, enfin aussi pas peur qu'un suidé qui est lui ni en position de chasse, ni en train d'attaquer. Mais ça peut être aussi, on peut aussi avoir cette observation pour une même espèce, et voire même pour un même individu dans le temps. Parce que par exemple, là, on a la même espèce, j'espère. En tout cas, c'est un serpent à sonnette. D'un côté, il est complètement tranquille. A priori, le niveau de dangerosité, là, il est assez faible. Mais par contre, juste à côté, là, le niveau de dangerosité, il augmente d'un coup. Donc, peut-être que dans un œil de macaque, ou même pour nous, notre œil, à gauche, il n'y a pas de danger, et à droite, il y a un danger. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que le serpent, ça se trouve, il ne fait pas peur en soi. C'est plutôt, il fait peur que quand il est à droite. Et ça peut s'appliquer pour toutes les espèces, qu'elles soient prédatrices ou non. Et en fait, je passe un peu de temps là-dessus parce que les signaux de danger, ça peut être des comportements assez complexes, comme on a vu là avec le serpent. Mais en fait, ça peut être aussi super simple. Ça peut être des formes géométriques comme des triangles ou des cercles colorés qui ressemblent à des yeux. Et ça, c'est des signaux visuels de danger super connus. En fait, on appelle ça des signaux aposématiques. Et ils sont omniprésents dans le règne animal. Lorsqu'un animal il émet ces signaux, il avertit les autres animaux que ça ne vaut pas la peine de l'attaquer, de le manger. Il s'agit surtout, notamment d'un moyen de dissuasion pour des prédateurs potentiels. Et en fait, il y a beaucoup d'animaux complètement inoffensifs qui vont arborer des signaux, des caractéristiques, qui vont imiter des caractéristiques morphologiques, notamment, d'animaux dangereux pour bénéficier de cet effet protecteur. Alors, notamment l'exemple assez connu des lignes jaunes et noires de l'abeille. Et ça pourrait expliquer aussi pourquoi la détection rapide des formes géométriques. Pourquoi on a eu une détection aussi rapide des formes géométriques. Nous, on pensait que c'était notre contrôle positif parce que c'était super simple à repérer uniquement parce que c'était des formes géométriques noires sur du blanc, mais peut-être qu'en fait, si encore une fois, on s'aligne sur l'hypothèse de la SDT qui
qui voudrait que quand on fait ce type de test, les primates ils vont repérer quelque chose vite parce qu'il a une pertinence écologique associée à du danger. Peut-être qu'au final, dans tous nos stimulus, les signaux de danger qui étaient les plus dangereux, c'était des signaux aposématiques. Et qu'à côté d'un lion tranquille, d'un serpent tranquille, le signal qui était le plus rapidement capté et qui avait une pertinence écologique en lien avec du danger, c'était peut-être nos ronds qui ressemblaient à des yeux ou nos triangles, nos signaux aposématiques. Donc en conclusion, les résultats obtenus avec ces deux espèces de macaques montrent déjà que les primates, ils ne sont pas forcément attirés par un prédateur en particulier. Et ça remet directement en question les prédictions de la SDT, selon laquelle les primates ils présentent une prédisposition à une rapide détection visuelle des serpents. Alors j'ai choisi de ne pas vous présenter l'étude des réactions physiologiques et comportementales chez l'autre espèce de tonquin parce que c'était assez redondant et surtout je voulais passer un petit peu de temps sur l'humain et sur les différences de perception humaine des animaux et des serpents évidemment. Et notamment tenter d'explorer des hypothèses alternatives que la SDT pour expliquer pourquoi on observe autant de peur de serpents chez l'humain. En fait, cette partie, elle était avant tout... l'idée, c'était avant tout d'explorer le lien entre peur et danger, qui est quand même assez omniprésent, que ce soit dans la SDT ou dans plein d'autres études qui s'intéressent à la peur. Et en posant des questions telles que qu'est-ce que les gens craignent le plus, pourquoi, est-ce que les serpents, c'est vraiment les animaux qui font le plus peur partout et pour tout le monde. Et donc là, l'objectif, c'était de faire un classement. En fait, classer une grande diversité d'animaux, pas que des serpents, des prédateurs, tout un paquet d'animaux, sur des échelles de peur, afin d'évaluer la relation entre niveau réel de danger et les peurs des animaux, peurs déclarées des animaux chez l'humain. Et donc, grâce à une collaboration avec Nicolas Mouquet du laboratoire Marbec à Montpellier, on a construit un questionnaire en ligne sous la forme d'un jeu immersif qui était composé de duels de photos d'animaux. En fait, les participants ils étaient confrontés du coup, à deux images d'animaux, c'est des photoportraits d'animaux en duel, et ils devaient cliquer le plus rapidement sur l'animal qui leur faisait le plus peur. Donc on n'avait pas 6 millions d'espèces, on n'en avait que 184, ce qui est quand même beaucoup. C'est dans la littérature, je pense, le chiffre le plus haut en termes de diversité animale, en tout cas à notre connaissance. Et on a classé ces 184 espèces par groupe zoologique, sur la base de ressemblances morphologiques, mais aussi en suivant des classifications taxonomiques. En fait, l'objectif de ces regroupements, ils étaient aussi pour équilibrer un petit peu les groupes et pour éviter d'avoir 25 serpents et 2 araignées, par exemple. C'était vraiment pour éviter des biais d'échantillonnage. Ce n'est pas vraiment des biais d'échantillonnage, mais pour que les groupes ils aient plus ou moins le même nombre d'espèces à l'intérieur. Sauf qu'on s'intéresse évidemment au danger. Et donc, on a aussi classé ces espèces en groupes de dangerosité en suivant des classifications standardisées de dangerosité des animaux dans les zoos, en fonction du danger qu'ils représentent pour les visiteurs notamment. Et donc, on a 4 catégories, donc les prédateurs, les animaux dangereux et les animaux plus ou moins inoffensifs. On a récolté les réponses de plus de 17 000 participants à travers le monde, et chaque participant il était confronté à 25 images, à 25 duels, et donc ça fait un total de 425 000 duels d'images. Alors, notre donnée dans ce grand jeu de données, c'était donc le choix lors d'un duel. C'était quel va être le choix d'un participant pour chaque duel. Est-ce qu'il va choisir l'image de gauche, l'image de droite, en fonction de qui est l'image de gauche et qui est l'image de droite. Et pour faire ça, on utilise un algorithme qui est assez utilisé pour faire ce genre de choses, c'est le Elo Ratings. En fait, c'est un algorithme qui va attribuer un score initial à toutes les images, et au fur et à mesure des duels, en fonction de si l'image elle gagne un duel, elle est sélectionnée dans un duel, elle va gagner des points, et si elle n'est pas sélectionnée, elle va en perdre. Donc au fur et à mesure, on a vraiment un classement de l'image la plus sélectionnée, et donc qui a le plus haut score, à l'image qui est la moins sélectionnée, à l'image qui a le plus bas score. Et ça nous permet d'avoir des jolis graphiques comme celui-ci, où on a donc le Elo Score, qui permet vraiment d'avoir ce joli classement en fonction du rang. Donc là, vraiment, c'est vraiment un classement. J'ai mis l'animal qui a le plus haut score en première position et l'animal qui a le plus bas score en dernière position.
Donc, je précise, j'insiste encore là-dessus, c'est un classement qui est relatif. C'est-à-dire que ce n'est pas l'animal qui fait le plus peur, point. C'est l'animal qui fait le plus peur parmi toutes ces espèces-là que j'ai sélectionnées, parce que c'est comme ça que l'algorithme, en fait, il est conçu. Et donc, on peut voir aussi sur ce graphique, en plus de ce classement image par image, on a aussi le niveau de dangerosité qui est représenté par couleur. Et on voit très rapidement qu'il y a beaucoup de orange et de rouge tout en haut du classement. Parmi donc les espèces, les images qui sont les plus sélectionnées et donc qui ont la plus haute probabilité d'être choisies et donc qui sont le plus associées à de la peur. Contrairement où en bas du classement, on a plutôt des espèces, en fait des images qui sont plutôt vertes, c'est-à-dire qui sont inoffensives et très peu sélectionnées lors des duels et donc très peu associées à de la peur. Donc l'animal qui fait le plus peur, c'est le crocodile marin, et l'animal qui fait le moins peur relativement, encore une fois, c'est le lapin commun. Donc, un autre résultat, il faut avoir un peu l'œil là, mais on observe quand même quelques points verts parmi les animaux qui font très peur tout en haut du classement, et on observe aussi quelques points orange parmi les animaux qui sont tout en bas du classement, et ça c'est une observation super importante parce que ça veut tout simplement dire que être dangereux, c'est ni nécessaire ni suffisant pour faire peur. Et alors, si on regarde encore plus dans le détail, ce n'est pas sur le graphique, c'est dans le jeu de données, les espèces qui sont complètement inoffensives et qui sont tout en haut du classement, c'est des serpents et des araignées. Donc, les espèces qui sont associées à le plus de phobies animales chez l'humain. Alors, dans ce questionnaire, on a aussi tenu compte du lieu de résidence géographique des participants, de leur âge, de leur genre et de leur phobie déclarée des animaux, notamment des serpents et des araignées, parce qu'on s'était dit que ça allait potentiellement jouer. Et on a constaté un paquet de variations dans l'évaluation dans les choix lors des duels en fonction de ces paramètres. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de savoir pourquoi quel groupe d'âge ou région géographique a eu plus ou moins peur de telle ou telle catégorie d'animaux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je n'ai plus exactement les résultats précis en tête, mais on pourra les regarder. Mais en fait, ça, tout simplement, ce que ça veut dire, et ce qu'il faut retenir de cette étude, surtout, c'est que bien que le danger, le niveau de danger est assez important, c'est un bon indicateur en fait de à quel point un animal il fait peur. À lui tout seul, il n'explique pas pourquoi il y a certaines espèces qui font plus peur que d'autres, et en fonction de certaines caractéristiques ou paramètres liés aux individus, et pas vraiment liés à l'animal en soi. Alors revenons-en un petit peu à nos serpents, même s'il y a un crocodile à l'écran, c'est qu'on peut dire que les serpents, même s'ils ont obtenu un score assez élevé, contrairement à la prédiction de la SDT et d'autres études associées, on n'a pas observé que les serpents ils étaient tous regroupés dans un cluster tout en haut, tout seuls, les animaux les plus effrayants partout, par tout le monde. Donc vraiment une universalité de la peur des serpents, quel que soit le serpent montré, à qui on le montre. Et ça, ça contredit aussi un petit peu un bon paquet d'études associées à la SDT ou même plus généralement sur la peur des serpents comme une peur innée chez l'humain. Et en fait, nous, tout en haut de notre classement, on est tombé sur des crocodiles. Les deux crocodiles qu'on avait ajoutés dans la liste, les deux, ils sont toujours dans le top. Il y a quelques exceptions, mais peu importe où on se place, quelle que soit la région géographique dans laquelle on se place, ces deux espèces, c'est toujours les animaux qui font le plus peur. Et ça nous amène aussi à penser que les crocodiles, ils font peur, les serpents, ils font peur, on a aussi beaucoup de félins. Et donc, le niveau de dangerosité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un très bon indicateur en fait, de la probabilité d'être choisi lors des duels dans notre étude. Et ça montre bien que quand même, dans la grande majorité, les participants, ils ont eu des choix rationnels. Ils ont bien associé rationnellement la peur qu'ils déclaraient à la dangerosité des animaux. Et ça, c'est conforme à la définition de la peur comme un état émotionnel adaptatif qui permet de réagir à des situations potentiellement dangereuses, comme rencontrer un crocodile. Sauf qu'en fait, dans ce test, il n'y avait pas que des espèces dangereuses, il n'y avait pas que des prédateurs. Il y avait aussi un large panel d'espèces qui étaient complètement inoffensives, et ça a permis de montrer que le fait d'être un prédateur ou un animal dangereux, ce n'est pas du tout suffisant pour expliquer la peur. C'est ni nécessaire ni suffisant pour faire peur. Et un très bon exemple, c'est les araignées, par exemple. Les araignées, elles n'étaient pas en tête du classement, mais elles étaient très bien classées. Et en fait, il n'y a que 0,5% des espèces dans toute la planète qui sont actuellement dangereuses pour l'humain.
Et dans tous les cas, nous, dans notre questionnaire, on en a mis 0. C'est-à-dire toutes les espèces de serpents dans notre questionnaire, il n'y en a aucune qui était dangereuse. C'était toutes inoffensives et pourtant, elles faisaient toutes très peur. Alors, je la mentionne parce que je la trouve assez rigolote. C'est une théorie qui pourrait expliquer pourquoi on a peur des araignées, même si elles sont inoffensives. C'est qu'en fait, la peur des araignées, elle serait associée, elle découlerait d'une peur innée des chélicérates et notamment d'une peur des scorpions. Parce que les scorpions, pour le coup, ce n'est pas 0,5% en termes de proportion, c'est beaucoup plus élevé. Et ceux qui sont dangereux, ils le sont beaucoup. Ils sont très, très, très dangereux. Alors, le truc, c'est que même si c'est une jolie théorie, il y a eu une étude assez récente qui a tenté de la tester et ça ne fonctionne pas. En tout cas, dans leur étude, ça ne marche pas trop. A priori, la peur des araignées, elle ne découlerait pas d'une peur des scorpions. Mais je trouvais ça assez pertinent de vous la mentionner. Moi, j'ai une autre explication, je ne suis pas seul à l'avoir d'ailleurs, c'est que les araignées, en fait, elles sont quand même sujets à pas mal d'idées fausses. Et d'ailleurs, quand on pose la question à des phobiques d'araignées, pourquoi ils en ont peur, le danger, il arrive jamais. C'est très rare que quelqu'un nous dise qu'il a peur d'une araignée parce qu'elle est dangereuse. C'est souvent des raisons qui sont irrationnelles, associées à des croyances, des idées reçues. Et aussi, il y a un sentiment général de dégoût très très fort. Donc, ce n'est pas lié à la dangerosité. Donc, ce raisonnement sur l'explication d'une peur qui serait irrationnelle, non pas via le danger, mais plutôt via des idées fausses et des croyances irrationnelles, il n'y a aucune raison qui puisse ne s'appliquer qu'à des espèces inoffensives. Alors, ça peut aussi s'appliquer pour les serpents, mais c'est une petite gymnastique intellectuelle. En fait, je ne suis pas du tout en train de dire là que les serpents, ils ne sont pas dangereux. Les serpents, ils sont dangereux, ils mordent un paquet de gens chaque année, ça cause 100 000 morts par an, donc les serpents, ils sont dangereux. Mais peut-être que les raisons de pourquoi les serpents font peur à autant de gens, c'est peut-être pas parce qu'ils sont dangereux. Tout comme pour les araignées, c'est peut-être parce qu'ils sont aussi sujets à beaucoup d'idées reçues, de croyances irrationnelles, d'un énorme manque de connaissances et un sentiment général de dégoût. Et donc ça fait que ça pourrait aussi être une peur irrationnelle, même si avoir peur de quelque chose qui est dangereux serait rationnel. Mais peut-être que l'origine de la peur de cet animal qui est potentiellement très dangereux est, elle, irrationnelle. Et en fait, ça fonctionne assez bien parce que les peurs irrationnelles associées à des idées fausses et des croyances, elles peuvent se transmettre très, très, très efficacement chez l'humain. En fait, il y a des études qui montrent que des attitudes et des perceptions négatives qu'adopteraient des parents face à certains types d'animaux, visibles par les enfants, eh ben les enfants adopteraient très rapidement ces attitudes et ces perceptions pour ces animaux. C'est un conditionnement qui est assez rapide, quelle que soit la dangerosité de l'animal. Et ça, c'est important. Parce que ça permet de nous dire que même si Darwin, lui, définit la peur comme un puissant stimulant qui permet d'échapper à une menace majeure, et donc c'est adaptatif, la peur vis-à-vis d'un animal dangereux, et ben les psychiatres et les psychologues qui observent ça chez l'enfant, et ben eux, ils vont parler de phobie. Ils vont parler d'une peur qui est exacerbée, irrationnelle et invalidante. Et ça, c'est par définition pas adapté. Donc pour conclure, cette transmission dans un cercle familial, mais pas que, plutôt dans un contexte socio-culturel de peurs qui sont irrationnelles envers des animaux qui soient inoffensifs ou dangereux, à travers les générations, c'est un mécanisme tout à fait plausible et susceptible d'expliquer nos résultats. Et alors ça marche particulièrement dans des environnements qui sont fortement altérés, où les interactions humain-nature elles sont minimales et où les menaces animales elles sont évaluées très très mal d'un point de vue écologique. Et ça fonctionne notamment dans des zones urbaines. En fait, l'urbanification, elle amène à une réduction des interactions humains-animaux. Et ça fait que les enfants, notamment, ils passent vachement moins de temps à observer des animaux, des vrais animaux. Et donc, leur rencontre avec ces animaux-là, elle passe notamment via des représentations qui sont déformées, fantasmées, avec des films, avec des livres, des réseaux sociaux. Et donc, ils vont avoir une représentation complètement déformée de la réalité. Et lorsqu'ils vont rencontrer l'animal en vrai, ils vont projeter ça. Et si en plus, il y a le parent ou toute la classe au zoo qui tout le monde a peur, hop, la phobie, elle se déclenche instantanément. Et il n'y a même pas besoin de se dire que cette peur, elle est raisonnée parce que l'animal en question est dangereux. Le mécanisme, il est complètement différent. On est très très loin en fait d'une réalité écologique. Et donc même si la peur des animaux réellement dangereux, elle est compréhensible d'un point de vue évolutif, encore une fois, je ne suis pas en train de remettre en question qu'avoir peur d'un animal dangereux,
ça ne sert pas à rester en vie, hein, ça c'est très important. La persistance de peur irrationnelle chez l'humain, et des phobies notamment à l'égard d'animaux inoffensifs et dangereux, et ben, ça met en évidence la forte influence du contexte socioculturel dans le développement de notre rapport au vivant, et notamment chez l'enfant. Parce que c'est chez l'enfant c'est les enfants qui vont développer principalement des phobies. Et donc, pour expliquer la peur des serpents chez l'humain, il n'y avait pas forcément besoin de revenir 55 millions d'années en arrière, aux premiers prédateurs des premiers primates. Il fallait peut-être simplement reconnaître que certains humains ils sont très déconnectés des réalités écologiques et que cela a probablement drastiquement altéré leur perception des autres animaux et de la nature en manière générale. Et ça a été traduit par un champ disciplinaire théorique qu'on va appeler la biophobie. Donc, c'est un ensemble de réactions, d'attitudes, de perceptions envers la nature qui vont se traduire par des émotions et des attitudes et des perceptions très, très, très négatives et qui vont impacter tout un tas de choses, comme déjà notre bien-être tout simplement, et aussi les efforts de conservation. Alors, là, je vois l'heure, je vais peut-être m'arrêter là. Alors, j'ai des éléments de discussion sur lesquels je pourrais passer un petit peu plus de temps, mais peut-être que ça dépendra des questions que vous me posez, notamment sur la threat sensitivity hypothesis, donc revenir sur l'idée qu'un animal, il n'est pas dangereux en soi juste parce que c'est un félin ou juste parce que c'est un serpent, mais c'est plutôt vis-à-vis des signaux visuels, ou en tout cas sensoriels, que les primates pourraient repérer. Ensuite, j'ai pas arrêté de changer entre prédateur et animal dangereux comme si c'était la même chose. C'est pas le cas du tout. D'un point de vue écologique et surtout d'un point de vue évolutif, un prédateur et un serpent venimeux, c'est pas la même chose. Donc, pareil, un petit peu d'esprit critique dans les études qui nous disent qu'ils vont présenter un prédateur à un éléphant, par exemple, et c'est une vipère. Ça, non. Alors, peut-être que le résultat, c'est la mort de l'éléphant, mais c'est pas la même pression de sélection, en tout cas. Alors, j'ai très peu parlé des crocodiles, mais voilà, c'est important aussi. Et alors, dans toute ma partie sur l'importance du contexte socio-culturel dans les perceptions chez l'humain, j'ai très axé humain, mais ça s'applique évidemment chez les primates non humains, en termes de conditionnement à détecter et réagir face à différents types de prédateurs dans différents types de conditions socio-écologiques. Et ben ça, c'est pas propre à l'humain. On observe ça très très bien chez différentes espèces de primates. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que c'était intéressant. J'ai hâte d'entendre vos commentaires et de répondre à vos questions. Je suis super content d'avoir été invité et j'espère qu'on va avoir une bonne discussion. Merci beaucoup. Je sais pas comment on fonctionne, du coup, il y a des questions en ligne ou si, n'hésitez pas à poser des questions. Ça peut être des questions sur tout et n'importe quoi encore. Je suis assez. Bon, évidemment, si c'est sur mon sujet, ça sera plus intéressant, mais n'hésitez vraiment pas. C'est un moment, tu as parlé de la peur quand tu avais dit un groupe physiologique, on voyait avant, il y avait une image thermique. Et c'est quoi les critères physiologiques que vous détectez dans mesurer pour la peur? Il y en a. Est-ce que je répète la question? Ouais. La question, c'est peut-être que je donnerai le micro, peut-être. Ok. Quels sont les paramètres physiologiques qui sont associés à des réactions de peur? J'imagine chez tous les primates, centrés primates, parce qu'il y a différentes réactions de peur. J'imagine chez les poissons, c'est pas vraiment la même chose. Mais moi, dans mon cas, la réaction physiologique que j'ai regardée chez les macaques de Tonkéan, c'est donc une variation de la température du visage, qui est donc associée à des variations de l'état émotionnel des individus. L'hypothèse, c'est que quand on a peur, on va avoir une redirection du flux sanguin loin de zones comme le nez. Et donc, ça fait que quand on a peur, on a le nez froid. Et donc, quand je leur ai montré des vidéos de prédateurs, je m'attendais, si je suivais la SBT, à ce que tous mes macaques, à la vue d'un serpent, ils aient le bout du nez froid. Spoiler, ça n'a pas fonctionné du tout. Encore une fois, je n'ai pas eu de variation physiologique nette en fonction de mes catégories de prédateurs, sauf pour un individu qui, lui, à la vue d'un léopard, il a un peu phasé, il a regardé plus longtemps la vidéo, et lui, il a bien descendu, il y a eu une nette diminution
de sa température de son nez. Donc, qui laisserait penser que peut-être il a eu un petit coup de flip. Mais bon, c'est un individu, une vidéo, donc statistiquement, c'est pas du tout recevable. Mais en tout cas, ça fonctionne. A priori, en tout cas, dans mon cas, ça fonctionne. Et chez l'humain, j'ai pu tester d'autres réactions physiologiques, parce qu'un bon paquet des réactions physiologiques qu'on peut mesurer, c'est via des capteurs. Et chez les primates non humains, c'est un peu compliqué de leur mettre des capteurs. Ils ont un peu tendance à vouloir les enlever. Et s'ils coûtent cher, on n'a pas envie qu'ils les enlèvent. Et donc, chez l'humain, par contre, j'ai pu tester notamment la dilatation de la pupille, qui serait associée aussi à une réaction de l'état émotionnel des individus, avec une augmentation de la taille de pupille pour des stimulus qui déclenchent un peu de la rougeole. Et j'ai pu aussi leur mettre des capteurs de conductance cutanée. Donc là, c'est de la sudation, de l'activité électrodermique. Typiquement, c'est les mains moites, quoi. Et donc pareil, spoiler, ça a très bien fonctionné, pardon. Le résultat principal, c'est que on va avoir des grosses réactions physiologiques pour des individus qui sont très phobiques, notamment des araignées. Et que cette phobie, elle va déjà déclencher des réactions fortes pour les stimulus araignées, mais elle va aussi polluer un peu toutes les espèces. Parce qu'une fois que l'individu phobique il a vu une photo d'araignée, il va à chaque fois s'attendre à en revoir une autre. Et donc, à chaque fois, il y avait une sorte de petit pic juste avant que la photo apparaisse. Et ça, c'était observable que chez les phobiques. Et ce qui est, je trouve, un résultat super intéressant. Ouais. En lien avec les expériences qui ont été faites justement sur le test de la peur des prédateurs chez ces primates des 4 âges, c'est des animaux qui sont en captivité depuis leur naissance et qui n'ont pas connu de prédateurs en milieu naturel. Et du coup, il y a une hypothèse que cette peur est innée ou est-ce qu'elle est acquise et est-ce que ça pourrait expliquer que la même que vous observez potentiellement. La question c'est, est-ce que je pourrais pas simplement interpréter mes résultats avec mes macaques parce qu'il fait qu'ils étaient captifs et que si en fait la peur elle n'est pas innée, bah, ça expliquerait pourquoi j'ai aucune différence de réaction. Parce que s'ils n'ont pas rencontré de prédateurs, a priori il n'y aurait pas lieu d'être d'avoir peur de ces animaux-là. Alors c'est une super question, je suis à chaque fois obligé d'en parler dans toutes mes conclusions, parce que ça pourrait être une critique qu'on pourrait me faire à chaque fois sur le fait que je n'observe pas de différence. C'est tout simplement qu'ils ne reconnaissent pas les prédateurs, quoi. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un prédateur. Et donc il y a différents moyens de contredire un peu cet argument-là, c'est que, plaçons-nous dans le cadre de la SDT. La SDT, elle t'explique très simplement que les primates, tous les primates, ils ont ce module de peur qui a évolué en lien avec la détection des serpents. Et donc, a priori, ils n'ont pas besoin d'en avoir peur. Tu as juste besoin de montrer qu'ils sont capables de les détecter vite. Et que cette peur, elle viendrait ensuite, où tu associes le stimulus que tu détectes vite, mais tu ne sais pas trop pourquoi, à un danger. Mais que dans la nature, tu n'as pas le temps en fait, d'avoir un conditionnement. Tu as vraiment besoin d'avoir un système neuronal qui te permette de détecter ces stimulus-là de danger, et ensuite d'en apprendre à en avoir peur dans ton contexte social. Et donc ça, si c'est le cas, si ça, tu pars de ce principe-là, qui est le cadre théorique de la SDT, j'aurais dû observer, même chez les macaques captifs, des temps de détection plus rapides pour les serpents, quelle que soit la condition dans laquelle je me plaçais, parce que s'ils ont ce module de peur et ces circuits neuronaux de détection des serpents préférentiels, eh ben, j'aurais dû observer ces différences. Ensuite, vis-à-vis de la peur précisément, la théorie, elle n'en parle pas directement, mais elle suggère très fortement qu'on aurait une peur innée qui viendrait s'ajouter un peu gymnastiquement à la théorie qu'on appelle la preparedness theory, où c'est vachement plus facile d'apprendre à avoir peur d'un serpent que d'une fleur. En fait, c'est un enfant, il va très rapidement être phobique d'un serpent, mais pour le rendre phobique d'une fleur, il va falloir vraiment que tu y ailles. Et donc ça, on pourrait l'expliquer comme ça. Comme ils n'ont eu aucun conditionnement, nos macaques,
avec des serpents, eh ben, aucune raison qu'ils soient préparés à, d'une part, les détecter vite et réagir de peur. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Le problème, c'est pourquoi spécifiquement les serpents. Ça, si tu acceptes la preparedness théorie, tu n'as aucune raison que ça ne s'applique pas à tous les prédateurs et de manière générale à tout ce qui est potentiellement dangereux. Il n'y a rien qui justifie que ça soit spécifiquement aux serpents. Tu vois. Et donc, moi, ça fonctionne dans mes tests. Vu que mes macaques, ils ont été conditionnés à rien, que ce soit les serpents ou les autres stimulus dangereux, et j'ai aucune raison de penser qu'ils soient plus préparés aux serpents qu'à mes félins, qu'à mes rapaces, qu'à mes crocodiles. Et c'est quoi le dernier que à mes serpents. Donc en fait, ça fonctionne. Donc ça, c'est dans mon cadre, moi, en captivité. Alors, si tu regardes la littérature qui, elle, va regarder en conditions naturelles, ça fonctionne très bien. En fait, les petits, les juvéniles, ils ont peur de tout le temps. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent maman, papa et les grands du groupe. Et si le cri, pour un stimulus, il déclenche un autre cri, eh ben, c'est que le cri, il était valable. C'était que le cri, il fonctionnait bien. C'était bien un cri d'alarme pour quelque chose de dangereux. Et c'est pas tant un référencement, c'est pas tant un conditionnement vis-à-vis du stimulus en soi, parce qu'ils ont peur de tout le temps, mais plutôt l'association entre le cri qu'il a émis pour le stimulus et la réaction des adultes vis-à-vis de sa réaction à lui. Et donc, ça, encore une fois, ça déconnecte complètement avec un circuit neuronal qui serait dédié à la détection et à la préparation à un stimulus, mais plutôt un circuit neuronal qui serait dédié à la détection et à l'interprétation de la réponse dans un contexte social. Et ça fonctionne super bien chez l'humain, mais aussi chez d'autres espèces de primates. J'ai pris du temps à répondre parce que la question, il y avait plein de trucs différents, donc j'espère que c'était assez clair. On a une question en ligne par rapport à qu'est-ce qu'il en est des stimuli non visuels. Ouais. C'est une super question parce que dans mon graphique, j'ai un peu triché, enfin c'est pas que j'ai triché, mais c'est plutôt la SDT, elle s'intéresse vraiment au stimulus visuel. C'est vraiment l'évolution du système visuel des primates en relation avec les serpents, mais pas que. Et donc, toutes les études qui ne testent pas la SDT, majoritairement, ce n'est pas des stimulus visuels qu'ils utilisent, c'est avant tout des playbacks auditifs, parce que ça fonctionne super bien, notamment quand on veut tester des réponses face à des rapaces. Parce que les rapaces, on ne les voit pas, on les entend. Et donc mon graphique, si j'avais ajouté les stimulus auditifs, ça aurait gonflé la barre pas mal pour les stimulus utilisés, non pas dans les études SDT, mais dans les études non SDT. Et en fait, c'est pareil. Ça fonctionne de la même manière. Alors, en termes de réaction et de détection, on rentre là dans la multimodalité où on vient confirmer une perception sensorielle qui soit visuelle et auditive par une autre. Et généralement, si on entend un bruit, on va essayer de le confirmer. Et les primates en conditions sociales, ils vont surtout le confirmer, non pas en voyant le prédateur, mais en voyant d'autres membres réagir. Et au bout du troisième membre qui commence à courir, on va se mettre à courir. Mais pas parce qu'on a vu le prédateur, qu'on a entendu le prédateur, mais plutôt parce qu'on a entendu un cri d'alarme et qu'on a vu tous les autres du groupe aller se planquer. Donc ça fonctionne encore une fois très très bien. C'est donc de la multimodalité en conditions naturelles ou en captivité. Ça fonctionne très très bien. Pas besoin forcément de conditionnement d'ailleurs. Juste revenir sur la notion d'espèces inoffensives, surtout pour les serpents. Est-ce qu'il faut obligatoirement que l'espèce ait un caractère mortel pour un déclenchement de la peur? Parce que pour les serpents, par exemple, est-ce qu'il faut juste avoir peur d'une morsure, sans forcément qu'il y ait un lien derrière? La question, c'est le caractère inoffensif. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir peur de quelque chose qui... Est-ce que tu veux parler de la douleur? Est-ce que tu veux... Exactement. Ouais, ok. Avoir peur de la douleur sans forcément qu'il y ait un caractère mortel avec les humains. Ouais. Ok, du coup, je comprends très bien ta question. C'est une super question. Parce que, alors, du coup, la question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir peur, non pas de quelque chose qui peut nous tuer, mais plutôt simplement, ou est-ce qu'il y aura un gradient, en fait, plus on ait peur de quelque chose qui soit très, très, très mortel, mais en fait, on pourrait quand même aussi avoir peur de quelque chose qui juste pourrait potentiellement nous faire mal, et a priori, on n'a pas super envie d'avoir mal, donc on aurait peur et on voudrait l'éviter.
Ça, c'est super intéressant. L'évolution de l'évitement de la douleur, c'est quelque chose chez l'humain, c'est beaucoup étudié, je ne connais pas trop. Par contre, c'est assez différent des circuits neuronaux associés à la peur. Les circuits de la douleur, les circuits de la peur, c'est vraiment pas les mêmes, je crois pas. Hein. Non. Alors ça pourrait, parce que le circuit de la peur, il a quand même des embranchements avec le circuit de la détection visuelle et de l'interprétation de stimulus visuel. Donc si tu vois quelque chose qui pourrait potentiellement te faire mal, peut-être que ta réaction d'évitement, elle serait aussi, ce serait la même en fait qu'une réaction d'évitement en lien avec un stimulus qui te fait peur. Mais en fait, pour répondre plus précisément à ta question, l'évolution, je ne suis pas sûr, peut-être que je dis une bêtise, mais si on s'en tient vraiment à l'évolution en termes de ce qui te tue et t'empêche de trop produire, il y a un degré jusqu'à quel point la douleur, elle s'apparente en fait à une mort, dans le sens où elle t'empêche de trop produire. Donc, si tu perds beaucoup d'énergie via cette douleur, par exemple, je sais pas, tu as perdu un bras, ça fait mal, mais c'est pas juste tu as perdu un bras, quoi. C'est pas juste t'as mal, il y a d'autres choses qui s'enclenchent derrière. Bah, je vois aucune raison pour lesquelles tu pourrais pas déclencher aussi des réactions de peur qui soient favorisées, en fait, qui résulteraient d'une pression de sélection associée à cet animal, indépendamment du fait qu'il soit mortel. Ça paraît évident. Et en fait, je pense que ça fonctionne très très bien si tu considères aussi que ces circuits-là, ils fonctionnent aussi très bien avec le dégoût, par exemple. Tu vois, tu n'as pas besoin de mourir, juste avoir un goût pas bon dans la bouche, bah, ça suffit à ce que ton cerveau il associe très rapidement à ce que ça soit pas bon et que tu ne veux plus jamais le manger, quoi. Indépendamment de rentrer dans le dégoût comme évitement de stimulus qui peuvent automatiquement te rendre malade et te tuer. Ça, je pense que ça fonctionne aussi. J'ai un peu l'impression d'avoir évité ta question, sincèrement. Mais je pense que quand on s'en tient vraiment à des réactions de peur en lien avec un danger, je pense que c'est plus simple de penser que le danger, il est mortel. Et que le danger peut significativement impacter ta fitness et que c'est pas uniquement en lien avec le danger, avec la douleur, mais plutôt comme vraiment quelque chose qui t'empêche de trop produire, quoi, ensuite. Ça, je pense que ça fonctionne. Une autre question en ligne. Quelle réaction as-tu eu à tes travaux qui tendent à démontrer cette théorie de la part des personnes qui la défendent, notamment de la part des chercheurs à ce moment-là? J'ai besoin de la redire la question. Ouais. Comment ça a été perçu que mes travaux par les pros SDT, nous on les appelle comme ça les pros SDT, notamment quand je démontre, je tente de démontrer que la théorie elle est peut-être mal, en tout cas il y a des faiblesses dans la théorie et que notamment il y a des grosses faiblesses méthodologiques dans la manière de la tester. Et ben ça a été assez mal perçu. J'ai eu quand même beaucoup de retours, que ce soit lors de publications d'articles, de par des reviewers qui sont assez pro-SDT, qui trouvaient que voilà, vous découragez pas si votre premier article, on vous dit que ça n'a aucun sens. Parce que moi, ça a été mon expérience. Le premier article, je le soumets, reviewer 1, même pas éditeur, on n'accepte pas, cette étude n'a aucun sens, vous n'avez pas compris. Ça fait un peu mal, mais il faut continuer. Et ça a été tout du long. Même en conférence, des gens qui pensent sincèrement que la peur des serpents elle est innée. Il y en a beaucoup et qui la justifient par tous les moyens possibles. Et je me suis amusé, et surtout mon directeur de thèse s'est amusé aussi à aller regarder si cette question elle était posée notamment par des personnes qui sont phobiques eux-mêmes et qui veulent justifier scientifiquement, enfin pas scientifiquement, mais évolutivement, leur peur, leur phobie, comme une réaction tout à fait normale en conditions écologiques. Donc oui, j'ai eu beaucoup de retours, pas forcément négatifs, mais très très critiques sur la manière de voir la théorie, de penser la théorie, de critiquer la théorie, de tester la théorie et d'interpréter la théorie. Ouais. Mais c'est rigolo. Moi, j'ai bien aimé. Je pensais que je n'avais pas vu dans les détails.
je ne pense pas que c'est en fait une explication pour la taille du cerveau, notamment chez les primates. Et je voulais savoir qu'est-ce qui va lancer et ce qu'elle a pensé. D'ailleurs, dans l'étude, en parlant des autres techniques animaux, avec pas mal d'arguments derrière sur l'explication de l'évolution de la taille, où elle se contente juste de dire que la SDT a un potentiel pour expliquer l'augmentation de la taille du cerveau. Ouais, c'est plus que la SDT a un potentiel pour expliquer la taille du cerveau. En fait, le papier fait 40 pages et les autres théories, c'est une demi-page. Et elle cite notamment 4-5 théories, donc l'arboreal théorie, par exemple, qui explique la transition terrestre du milieu terrestre en milieu arboricole chez les primates. Ensuite, elle parle pas mal de la visual nocturnal predation hypothesis de Cartman, qui explique que c'est pas tant les primates en tant que proie, c'est plutôt les primates en tant que prédateurs. Et donc, on aurait évolué une vision stéréoscopique, notamment pour chasser des petits arthropodes dans les arbres, enfin les premiers primates. Elle cite aussi, comment elle s'appelle c'est la lip grasping hypothesis je ne me souviens plus, vis-à-vis de la locomotion. Alors, c'est très ambigu la manière dont elle en parle dans l'article, mais on pourrait même penser qu'elle nous explique aussi que nos capacités de préhension et de locomotion, pourquoi pas les serpents aussi, quoi. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de théories qui disent que l'augmentation de la taille du cerveau, c'est aussi en lien avec des répertoires manipulatoires et la locomotion et notre dextérité, entre autres, pas que, hein, mais entre autres. Et elle fait le lien aussi un petit peu avec ça, vis-à-vis des niches écologiques propres aux primates et propres aux serpents venimeux. Voilà. Et oui, c'est vraiment une théorie qui explique pourquoi on a humains, mais de manière générale, les grands singes, on a un gros cerveau et qu'on verrait mieux que les lémuriens. C'est vraiment ça. Hein. Oui, son livre, c'est Pourquoi nous voyons si bien. C'est le titre de son livre. C'est le serpent, l'arbre et le primate. Non, je ne sais plus. Mais le sous-titre, c'est Pourquoi nous voyons si bien. Et c'est vraiment une explication en partant des grands singes et notamment de l'humain pour expliquer pourquoi nous, on est bipèdes, on a une bonne dextérité et qu'on a un gros volume cérébral et qu'on a plein de circuits neuronaux qui nous permettent d'interpréter des stimulus visuels dans plein de situations différentes. Et que ça nous permet de repérer des serpents dans plein de situations différentes et tout type de serpents qui soient, qu'on ne voit qu'un œil ou un bout d'écaille ou tout le serpent, ou le fait qu'il soit en mouvement, le fait qu'il ne soit pas en mouvement, tout ça. Et donc, tout un paquet d'études d'ailleurs qui testent la théorie. Elles s'intéressent notamment à jusqu'à où on peut montrer qu'on est capable de détecter un serpent, quoi. Même dans des stimulus où il n'y a pas de serpent. À quel point notre esprit il voit des serpents partout, quoi. Et donc, on arrive sur des trucs super intéressants. Enfin, moi, je trouve ça super rigolo. Et des trucs un petit peu moins rigolos où on va expliquer aussi des différences chez l'humain en lien avec des facteurs comme les différences de sexe, où on va expliquer pourquoi les femmes, elles ont plus peur des serpents que les hommes parce qu'elles doivent protéger leurs petits. Et là, il n'y a aucune base évolutive, on est purement dans du spéculatif et on va tester par exemple des groupes de femmes qui sont à différentes périodes de leur cycle et on va montrer que quand, je ne sais plus quel cycle précisément, mais là, hop, il y a un pic où elles vont se mettre à détecter des serpents et voir des serpents partout. Donc ouais, on est vraiment sur de la cognition, de la psychologie, plutôt que de l'explication phylogénétique de la diversification des primates. Ça, c'est plutôt des a priori. Voilà. Et ils ne sont jamais testés. Il y a 0 test actuel qui compare les capacités de détection des chimpanzés avec les capacités de détection des lémuriens. Alors que c'est central dans la théorie. C'est un a priori central. Et jusqu'à ce que nous, on fasse les tests, il y avait 0. Il y en avait un, mais super mal fait, qui comparait des serpents avec des prédateurs. Et la théorie date de 2006. Donc, ouais. Une autre question. Donc, a priori, il n'y a pas d'objet prédéterminé de peur d'un stimulus précis chez les primates, c'est des réactions à prise des éléments dangereux. Oui, exactement. C'est super bien résumé. Moi, c'est comme ça que je conclue ma thèse. C'est qu'a priori, l'évolution, elle n'a pas sélectionné des capacités de détection ou des manières de réagir aux serpents, mais plutôt à des conditions socio-écologiques précises. Et donc, il y a plein d'études. Par exemple, il y a un livre super intéressant sur ça s'appelle Anti-Predatory Mechanisms in Primates,
et ça fait toute la liste des différentes stratégies en fonction de si on est arboricole, si on est terrestre, si on est nocturne, si on est diurne, en fonction de si on repère un animal qui vole, un animal qui rampe, un animal qui est aposématique, cryptique. Et ça fonctionne super bien. Et évolutivement, de suggérer qu'il faut et qu'il faille un module de la peur pour toutes ces différentes composantes, ça paraît un peu lourd évolutivement. On se mettrait à avoir peur de tout le temps. Et ça consommerait énormément d'énergie. Donc l'hypothèse la plus parcimonieuse, c'est plutôt un apprentissage et des prédispositions à avoir plus ou moins peur de certains stimulus, et pas propres aux espèces. En tout cas, pas propres aux espèces pour toutes les espèces de primates, mais plutôt en fonction de nous, notre niche écologique et sociale, ça serait plus facile d'apprendre à repérer tel ou tel type de serpent, tel ou tel type de prédateur, en fonction de si, je me répète un peu là, mais si on est diurne, nocturne ou quoi. Pour vous donner un exemple, il y a un laboratoire au Brésil qui observe beaucoup de capucins. Et les capucins, ils sont super forts pour distinguer des serpents super venimeux et des serpents pas du tout venimeux. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des serpents pas venimeux. En fait, les serpents font carrément partie de leur niche écologique, mais pas du tout en tant que prédateurs, en tant que proie. Les serpents, ici, sont des proies. Et donc là, la SDT, elle a un peu plus de mal à l'expliquer. Voilà. Vous avez une autre question en ligne. Quel est ton parcours, licence, master, Ouais. Alors, depuis le bac, je ne vous raconte pas quand j'étais en maternelle. Après le bac, moi, j'ai fait une prépa parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire après. Donc, je suis allé en prépa BCPST. Ça ne m'a pas du tout plu. Je n'avais pas envie de faire une école d'ingénieur. Du coup, je suis allé à la fac de Jussieu à Paris. Donc, c'était à l'époque Pierre et Marie Curie. Maintenant, c'est Sorbonne Université. Donc, c'était le parcours de sciences et sciences de la vie, tout simple. Ensuite, j'ai fait le master BEE, donc c'est biodiversité, écologie, évolution. Donc, on est tous ensemble en master 1. Et ensuite, en master 2, on fait des spécialités, on choisit des menus. Et moi, j'ai choisi le menu écologie évolutive avec une spécialité. Non, écologie évolutive et fonctionnelle avec la spécialité écologie évolutive. Donc, j'avais beaucoup de cours sur l'évolution, l'écologie comportementale, surtout d'un point de vue très théorique, à tel point que mon stage de Master 1, moi, je voulais faire de la modélisation, et mon stage de Master 1, j'ai fait de la modélisation de phénologie de papillons, c'est on est quand même super loin des serpents et des primates, mais en Master 2, je me suis rendu compte que l'écologie comportementale, ça m'intéressait particulièrement, et j'ai eu la chance de faire un stage avec mes futurs encadrants de thèse. Mon stage de Master 2, c'était déjà sur la Snake Detection Theory, mais c'était en plein pendant le Covid, donc ce que j'ai fait, c'est la revue de littérature, tout simplement, enfin les premières ébauches de la revue de littérature. Et ensuite, j'ai attendu 1 an pour obtenir des financements de thèse via un institut de l'Alliance Sorbonne Université, et donc j'ai fait ma thèse au Muséum national d'histoire naturelle, en lien avec l'Alliance Sorbonne Université. Ça a duré 3 ans, et c'était l'année dernière, ma soutenance. Et donc là, je suis en attente de trouver des financements pour mon projet postdoctoral qui s'intéresse particulièrement aux crocodiles et aux interactions primates-crocodiles. Un autre reptile. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je ne vous ai pas flingué votre vendredi soir. Et ça m'a fait plaisir d'être là. Je voudrais encore remercier l'association de m'avoir invité. Je suis trop content d'avoir pu présenter mes recherches. Et j'espère que ça motivera d'autres post-thèse à venir candidater. Merci beaucoup. Donc merci à tous et toutes d'être venus. Merci à toi d'être venu présenter ce sujet très intéressant qui a changé aussi par rapport au dernier qu'on a eu. N'hésitez pas à continuer à nous suivre parce que d'autres conférences vont venir, à venir nous soutenir aussi en adhérant à l'association. Et puis vous trouverez aussi quelques petits trucs en vente, notamment des stickers. Donc n'hésitez pas à continuer à soutenir l'Aube et à nous suivre sur nos réseaux, donc Instagram et Facebook. Merci beaucoup, bonne soirée, bon week-end.